Aujourd'hui, on lève le voile sur un accord secret autour des mines de Rubaya, à l'est de la RDC, qui lie Kinshasa, Kigali et Washington. Derrière la promesse de stabilité et de développement, 17 arrangements discrets redessinent les rapports de force dans la région. On va décortiquer ces deals, car le dernier est le plus explosif et révélateur de tous. Premier deal. Au cœur de la République démocratique du Congo, une nouvelle initiative prend forme, promettant de remodeler le paysage de l'exploitation minière artisanale. C'est un accord qui semble prometteur en surface, mais que cache-t-il réellement? Quelles sont les véritables implications pour les mineurs et les communautés qui dépendent de cette industrie? Un registre biométrique pour tous les mineurs artisanaux de Rubaya. L'identité de chaque mineur, méticuleusement enregistrée, ses empreintes digitales scannées et stockées. Ce registre vise à apporter ordre et responsabilisation à un secteur souvent associé à l'informalité et à l'exploitation. Mais à quel prix? Financé par l'USAID. L'Agence des États-Unis pour le développement international investit dans ce projet, avec l'objectif déclaré de promouvoir des pratiques minières responsables. Mais cette intervention étrangère est-elle vraiment bénéfique? Ou sert-elle d'autres agendas moins transparents? Officiellement, c'est pour la traçabilité. La promesse est claire, suivre les minerais de la mine au marché en s'assurant qu'ils ne financent pas les conflits ou les atteintes aux droits humains. La traçabilité est présentée comme une solution aux dilemmes éthiques qui affligent l'industrie minière et la lutte contre le travail des enfants. Une noble cause, sans aucun doute. Le registre est destiné à empêcher les enfants de travailler dans les mines, les protégeant ainsi des conditions dangereuses et de l'exploitation. Mais cela s'attaquera-t-il réellement aux causes profondes du travail des enfants, ou ne fera-t-il que le pousser plus loin dans la clandestinité? Mais en réalité, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les objectifs déclarés masquent une dynamique de pouvoir plus profonde, un changement de contrôle qui pourrait avoir des conséquences considérables pour les mineurs et leur communauté. Ce système donne aux partenaires étrangers un contrôle sans précédent. Les sociétés minières internationales et les investisseurs ont accès à une mine de données, des informations sur la vie et les activités des mineurs individuels. Ces informations pourraient être utilisées à leur avantage, marginalisant potentiellement les communautés locales et sapant leur autonomie. Un contrôle sans précédent sur l'identité et l'activité de chaque mineur. Les données collectées sont stockées sur des serveurs sécurisés, créant une base de données centralisée. Cette concentration de pouvoir soulève de sérieuses questions concernant la confidentialité, la sécurité et le potentiel de mauvaise utilisation. Sous le couvert de la modernisation, une nouvelle ère de transformation numérique se lève dans le secteur minier congolais. Mais est-ce un progrès pour tous, ou seulement pour une poignée d'élus? C'est un outil de surveillance. Le registre permet un suivi constant des activités des mineurs, traquant leurs mouvements et leurs interactions. Ce niveau de surveillance peut créer un climat de peur et de méfiance, étouffant l'innovation et l'entrepreneuriat. Et un système de contrôle social est en train de se mettre en place. Le registre biométrique ne vise pas seulement à suivre les minéraux, il s'agit de contrôler les personnes. C'est un outil qui peut être utilisé pour réprimer la dissidence, limiter la liberté de mouvement et, finalement, maintenir le statu quo. La question demeure, qui profite vraiment de ce nouveau système? Dans la danse complexe du pouvoir et des ressources, un accord silencieux prend forme. C'est une entente qui n'existe pas sur le papier, mais dans les gestes tacites et les regards complices entre les acteurs clés. Cet accord tacite garantit une liberté d'accès à certaines zones riches en minerais. Ce sont des zones où les règles habituelles semblent s'assouplir, où l'opportunité frappe à la porte de ceux qui sont prêts à naviguer dans l'ombre. C'est un système qui prospère sur l'ambiguïté, où les frontières entre le légal et l'illégal s'estompent. Cet accès fonctionne largement sans contrôle étatique strict. L'absence d'un appareil de sécurité robuste crée un vide, une invitation ouverte à l'exploitation et à l'établissement de structures de pouvoir parallèles. L'absence de l'État devient un endossement silencieux du statu quo. Ce vide sécuritaire profite à des groupes liés au Rwanda. Ces entités, souvent opérant au-delà des frontières, exploitent le manque de surveillance à leur avantage, consolidant leur influence et siphonnant des ressources précieuses. Ils sont les bénéficiaires d'un système conçu pour être défaillant. Ces groupes, à leur tour, imposent leur propre ordre. Ils établissent une administration parallèle, un gouvernement de l'ombre, qui dicte les règles d'engagement au sein des territoires miniers. Leur autorité est absolue, leur portée omniprésente. Et par conséquent, ils prélèvent des taxes informelles. Ce ne sont pas les taxes d'un gouvernement légitime,
mais plutôt des tribus payées pour maintenir l'accès et assurer un certain degré de protection, aussi illusoire soit-il. C'est un système de patronage et d'extorsion, où les mineurs sont contraints de payer pour le privilège d'extraire leurs propres ressources. Dans cet environnement, l'État congolais perd son monopole sur la sécurité. Son autorité est érodée, sa présence diminuée, laissant un vide comblé par des acteurs non étatiques qui opèrent en toute impunité. L'État devient un spectateur sur son propre territoire. Pendant ce temps, les partenaires étrangers assurent la continuité de l'extraction. Ils maintiennent leurs opérations, bénéficiant de l'instabilité et du manque de réglementation, extrayant des ressources tout en fermant les yeux sur le coût humain. Le résultat est une stabilité de façade. En surface, les choses peuvent paraître calmes, mais en dessous se cache un chaudron bouillonnant d'exploitation, de corruption et d'injustice. C'est une paix fragile, bâtie sur un château de sable. L'aboutissement est une perte de contrôle sur les richesses nationales. Les ressources du pays sont pillées, sa population appauvrie, tandis que les intérêts étrangers en récoltent les fruits. La promesse de prospérité reste un rêve lointain, éclipsé par la réalité de l'exploitation. Un scanner mobile américain à Goma inspecte chaque cargaison de minerais. Officiellement, c'est pour lutter contre la fraude, mais la gestion des données reste entre les mains d'une société américaine. Contrôler l'information sur les exportations, c'est contrôler l'économie minière congolaise. Un label, Rubaya Certified, est créé par des ONG rwandaises et américaines, censé garantir l'éthique de l'extraction. Mais la RDC perd la maîtrise de son image. Kigali et Washington deviennent juges de la propreté du minerai congolais. Si la certification est retirée, les exportations s'arrêtent. Le Rwanda, autrefois accusé de pillage, devient certificateur officiel. Une banque rwandaise gère désormais une partie des paiements liés aux exportations de Rubaya. Cela contourne le système bancaire congolais et donne à Kigali un levier financier majeur sur l'économie de l'Est de la RDC. C'est une perte de souveraineté financière pour Kinshasa. Des coopératives minières congolaises, en apparence légales, sont en réalité contrôlées par des intérêts rwandais. Les profits et la valeur ajoutée remontent vers le Rwanda, malgré le respect apparent de la loi congolaise. L'accord trilatéral légitime ces structures via la certification. C'est une colonisation économique déguisée. Un nouvel itinéraire logistique fait passer les minerais par le Rwanda, court-circuitant les villes congolaises de Beni et Butembo. Toute une région congolaise est privée des retombées économiques du transport. La RDC devient dépendante du bon vouloir du Rwanda pour exporter ses richesses. Un accord douanier simplifie les contrôles entre la RDC et le Rwanda, sous médiation américaine. Cela facilite le commerce, mais aussi le blanchiment de minerais illégaux, qui peuvent être exportés comme rwandais. La priorité semble être le volume d'exportation, au détriment du contrôle réel. Les États-Unis partagent des images satellites sur l'activité minière. Kigali reçoit des données détaillées en temps réel, Kinshasa seulement des rapports synthétiques et retardés. Ce déséquilibre donne au Rwanda un avantage stratégique sur le terrain congolais. Un comité technique trilatéral supervise tous ces accords, mais ces travaux sont totalement opaques. Ni le Parlement congolais, ni la société civile n'ont accès aux décisions. Les choix stratégiques se font à huis clos, loin de tout contrôle démocratique. Une usine mobile d'enrichissement du coltan, opérée par une société rwandaise, s'installe côté congolais. La valeur ajoutée part au Rwanda, la RDC reste simple fournisseur de matières brutes. Le développement industriel congolais est freiné au profit du voisin. Des géants américains comme Apple et Tesla signent des pré-contrats d'achat de coltan. Ces contrats exigent une stabilité totale, définie par les partenaires étrangers. Si la RDC remet en cause un seul accord, les contrats peuvent être suspendus. C'est un moyen de pression économique redoutable. Certaines coopératives, proches des intérêts rwandais, bénéficient d'exemptions fiscales à l'exportation. Cela crée une concurrence déloyale et prive le trésor public congolais de recettes. Les acteurs alignés sur Kigali et Washington sont favorisés. Un groupe de 150 jeunes Congolais, sélectionnés avec soin, sont envoyés au Rwanda voisin, afin de suivre une formation pointue dans le secteur minier. Cela crée, potentiellement, une dépendance intellectuelle, mais aussi professionnelle, envers Kigali. Le soft power rwandais est en train de façonner la future élite technique congolaise. Un algorithme blockchain américain trace chaque sac de minerais. Mais la technologie, les serveurs et les règles sont contrôlés par une start-up américaine. La RDC n'a aucun contrôle sur la gouvernance numérique de sa propre filière minière. Un amendement au code minier congolais négocié en secret veut inscrire la coopération trilatérale dans la loi.
Aucun débat public, aucune consultation, la souveraineté minière est verrouillée par la loi elle-même. Toute contestation future deviendrait illégale. Le deal central. La RDC s'engage à livrer des volumes de minerais à prix fixe sur plusieurs années en échange de financements immédiats. Si les prix mondiaux montent, la RDC ne profite pas de la hausse. C'est une hypothèque sur l'avenir qui garantit à ses partenaires un approvisionnement à bas coût. Ce mécanisme lie la RDC pour des décennies. Au cœur de la République démocratique du Congo, dans la région de Rubaya, se trouve un trésor de minéraux. Il ne s'agit pas de n'importe quels minéraux, ce sont des composants essentiels de la technologie qui alimentent notre monde moderne. Mais l'histoire de ces minéraux, en particulier le coltan de Rubaya, s'étend bien au-delà de leurs applications technologiques. Ils sont au cœur d'un jeu géopolitique complexe, un jeu où nations et entreprises rivalisent pour le contrôle et l'influence. Les enjeux sont incroyablement élevés, impliquant non seulement des gains économiques, mais aussi le pouvoir politique et la stabilité régionale. Dans ce jeu complexe, la souveraineté du peuple congolais est constamment érodée. La capacité de la nation à contrôler ses propres ressources et son destin est mise à l'épreuve par des forces extérieures, créant une situation où les bénéfices de sa richesse naturelle ne sont pas pleinement réalisés par ses citoyens. Cette érosion se produit à travers une série d'accords, accord après accord, souvent négociés dans des conditions loin d'être équitables. Ces accords, bien que semblant offrir des opportunités économiques, peuvent de souvent entraîner des désavantages à long terme pour la RDC. Lorsque ces accords sont mis bout à bout, ils révèlent un schéma, une stratégie délibérée qui va au-delà du simple commerce ou de l'investissement. Ce schéma révèle une stratégie de prise de contrôle douce, où le contrôle des ressources vitales est progressivement transféré à des entités étrangères. C'est un changement de pouvoir silencieux, mais profond. Cette prise de contrôle s'opère souvent sous couvert de transparence et d'efficacité. Les promesses d'une meilleure gestion et d'une production accrue masquent le transfert sous-jacent du contrôle. Maintenant, nous voulons vous entendre. Dites en commentaire. En regardant ces accords, quel deal vous choque le plus? Lequel de ces accords vous semble le plus injuste ou le plus exploiteur? Lequel soulève les préoccupations éthiques les plus importantes? Et plus important encore, lequel menace le plus l'avenir de la RDC? Lequel de ces accords représente la plus grande menace pour le développement et la prospérité à long terme de la République démocratique du Congo? La vraie souveraineté commence par la connaissance. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes et aidez-nous à éclairer les histoires cachées derrière les gros titres. Et à très bientôt. Avant de conclure, reprenons ensemble les 17 secrets que nous avons révélés dans cette enquête pour mesurer l'ampleur des enjeux qui entourent le coltan de Rubaya et la souveraineté de la RDC. Numéro 1. Le deal secret qui pourrait tout changer. Numéro 2. Le registre biométrique des mineurs. Numéro 3. La liberté d'accès tacite aux mines. Numéro 4. Le scanner mobile américain à Goma. Numéro 5. Le co-développement du coltan certifié. Numéro 6. La banque de transit à Kigali. Numéro 7. La sous-traitance douce. Numéro 8. Le contournement logistique de Beni. Numéro 9. L'accord douanier sous médiation américaine. Numéro 10. Le partage asymétrique des données satellites. Numéro 11. Le comité technique trilatéral opaque. Numéro 12. L'usine de traitement mobile sous pavillon rwandais. Numéro 13. L'engagement d'achat des géants de la tech. Numéro 14. L'exemption de taxes pour certaines coopératives. Numéro 15. La formation technique de jeunes Congolais au Rwanda. Numéro 16. L'algorithme de traçabilité américain. Numéro 17. L'amendement minier sans débat public. Chacun de ces secrets n'est pas un simple détail administratif. Pris ensemble, ils dessinent le portrait d'une stratégie globale, visant à contrôler, influencer et parfois détourner la richesse minérale congolaise. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour revendiquer une gestion plus juste et souveraine des ressources du pays. Partagez cette vidéo, restez informés et souvenez-vous, chaque secret révélé rapproche la RDC d'un avenir où sa richesse profitera réellement à son peuple.